Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis une grosse écharpe parce que ça caille un max, hein. Là j'ai 15-16 degrés chez moi, les températures ont fortement baissé dans ma région. Et il fait vraiment pas chaud et que pour l'instant j'ai pas encore allumé le chauffage, donc il fait frisquet. Pourtant j'ai un DPED, mais j'ai l'impression que c'est pas bien isolé, et dès qu'il y a un coup de froid, tout de suite ça rafraîchit toutes les pièces et c'est assez désagréable. Mais bon, vu le prix du gaz, je vais pas revenir, enfin tout le monde est au courant, hein, Engie et consorts et je ne sais quoi d'autre, hein, qui est augmenté de façon exponentielle. Je veux dire, plus on se chauffe tard, mieux c'est. Hein. On parle de réchauffement climatique, mais bon, quand il commence à faire froid, on le sent passer quand même. Hein. Bon, bref, petit aparté. Alors, dans cette vidéo, je voulais évoquer l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. C'est un fait divers qui m'a fortement intéressée, et donc je voulais un peu revenir sur ce sujet-là, évoquer un peu le contexte familial, le contexte de sa disparition, les faits troublants concernant son futur ex-mari, hein, Cédric Jubilard, et le fait qu'il soit actuellement incarcéré. Donc voilà, je vais raconter cette affaire, donc de façon un petit peu à la one again, hein, c'est-à-dire sans trop de montage vidéo parce que je ne maîtrise pas spécialement ça, même s'il faudrait que je me perfectionne là-dedans, ça donnerait je pense un autre élan à mes vidéos, mais bon, pour l'instant on va rester à quelque chose de basique. Alors, s'agissant du contexte familial, donc je vais vous présenter un peu le couple que formaient Delphine et Cédric Jubilard. Ils se sont rencontrés très jeunes, ils n'avaient même pas 20 ans, il me semble, et ils se sont mariés également très jeunes, une petite vingtaine d'années. Delphine était infirmière et Cédric, peintre en bâtiment ou artisan plaquiste, enfin quelque chose dans le genre, il travaillait en tout cas. Il avait un métier manuel et travaillait dans le bâtiment. Donc, ils avaient deux enfants, deux jeunes enfants à l'époque, je crois à l'époque de sa disparition en 2020, un garçon, je crois, de 5 ou 6 ans et une petite fille qui n'avait, semble-t-il, même pas 2 ans. Enfin, je ne suis pas trop sûre des âges, mais c'était dans ces eaux-là. Alors, je vais évoquer donc le contexte familial. Alors voilà, ils étaient mariés depuis plusieurs années. Il semblerait que Delphine, donc c'était les principaux revenus du couple venaient des revenus de Delphine, qui assurait le train financier, on va dire, de la famille, car Cédric n'avait pas d'emploi stable. Hein. Il était un peu décrit par certains comme nonchalant, voire je m'en foutiste. Ce qui déplaisait fortement à Delphine, surtout ces derniers temps. En effet, Cédric était également consommateur de weed et finançait ses doses en se servant directement sur le compte commun du couple, qui était alimenté par le salaire de Delphine. Et Delphine n'a pas spécialement apprécié ça, on peut la comprendre. Bref, le couple battait de l'aile, il y avait de l'eau dans le gaz et Delphine avait l'intention d'initier une procédure en divorce. Elle avait d'ailleurs une relation extra-conjugale depuis le mois d'août, je crois, 2020. Donc ça remontait à quelques mois. Est-ce qu'à ce moment-là, Cédric était au courant ou pas que sa femme avait un amant? Ça, je ne sais pas trop. Mais j'imagine qu'il devait avoir des doutes et le fait que Delphine
envoie beaucoup de SMS, etc., devaient lui avoir mis la puce à l'oreille. Voilà. Concernant leur lieu d'habitation, donc ils habitaient à Cagnac-les-Mines, hein, dans le sud de la France, dans un charmant quartier pavillonnaire. Hein. Quand on regarde les images hein, sur Google, on voit que c'est des maisons coquettes, des rues sympathiques, un peu en hauteur, ça a l'air très agréable. Sauf que la maison qui avait été construite par Cédric Jubilard était loin d'être terminée. En effet, il n'y avait pas de crépi et on voyait simplement les briques rouges. On voyait clairement que la maison n'était pas terminée et cela agaçait prodigieusement et à raison Delphine Jubilard, qui tensait son mari de terminer les travaux parce que on avait plus l'impression que c'était limite une décharge qu'un pavillon. Il avait un aspect négligé avec beaucoup de bazar à l'extérieur, hein, dans le jardin, et l'intérieur reflétait également l'extérieur du pavillon avec énormément de bazar. Delphine devait se sentir vraiment dépitée par cette situation et un peu à bout de nerfs, sachant qu'elle était à ce moment-là la seule à travailler. Dans ce contexte de séparation imminente, le couple faisait chambre à part et Delphine dormait sur le canapé du salon dans une couette, tandis que Cédric, lui, continuait de dormir dans le lit de la chambre conjugale du couple. Alors, maintenant, je vais vous parler de cette fameuse soirée de la disparition de Delphine Jubilard. On est le 16 décembre 2020, donc peu de temps avant les vacances scolaires de Noël. On voit Delphine sur une caméra de vidéosurveillance, je crois, sortir de son travail. Hein, sa voiture est filmée et elle à l'intérieur. En fin d'après-midi, me semble-t-il, une amie à Delphine vient la rejoindre. Elle va constater, c'est un détail important pour la suite des événements, que le véhicule de Delphine est garé, donc c'est une route en pente en fait, et le véhicule de Delphine est garé le capot vers l'avant. Voilà, c'est ça, le devant de la voiture est garé dans le sens de vers le haut de la pente. Détail qui aura son importance pour la suite. Donc l'après-midi se passe, la soirée ensuite, Delphine va visionner un programme télé avec son fils sur le canapé du salon. Je crois que c'était à l'époque La France a un incroyable talent, programme que son fils affectionnait tout particulièrement. Pendant ce temps-là, elle textote sur son téléphone, envoyant pas mal de messages à son amant. Plus tôt dans la journée, elle a reçu un SMS de la compagne de l'homme avec qui elle entretient une relation extra-conjugale qui lui explique qu'elle a eu vent de la relation que son mari entretient avec elle. Donc je crois que le mari était marié, enfin l'amant de Delphine était marié et avait de son côté lui-même des enfants. Et la compagne de son amant lui enjoint pour le bien-être de ses enfants, de ne pas trop interférer avec son amant pendant les vacances de Noël pour préserver le bien-être des enfants, ce à quoi Delphine va répondre qu'elle comprend parfaitement, son point de vue étant elle-même mère de famille. Voilà. Alors la soirée se passe à peu près correctement, sans problème majeur, du moins le début de soirée. Et pendant ce temps-là, il semble que Cédric Jubilard ait fait une petite promenade à l'extérieur. Donc le couple a 2 chiens. Je ne sais pas s'il était en train de promener les chiens, mais en tout cas, un voisin va le voir aux alentours de 21 h dans le quartier, en train de pianoter sur son téléphone. Cédric avait en effet l'habitude de jouer à des jeux en ligne, et notamment Game of Thrones. La soirée se passe, et selon les dires de Cédric, il finit par aller se coucher dans la chambre conjugale, sans qu'on ait de détails sur ce que faisait Delphine à ce moment-là.
Donc il explique aux enquêteurs qu'il va se coucher et qu'il va, détail également qui a son importance, éteindre son téléphone. Alors, je ne sais pas s'il met en mode avion ou s'il éteint son téléphone. Je crois qu'il éteint son téléphone et il expliquera aux gendarmes qu'il éteint son portable parce qu'il n'a pratiquement plus de batterie. Et que, voilà, bon, bah, il éteint hein, parce qu'il faut bien qu'il se recharge. Donc, il explique ensuite que la première partie de la nuit se passe sans problème, qu'il est réveillé aux alentours de 3 heures du matin par les pleurs de sa fille. Il se lève, il va voir sa fille, et ensuite il va constater que Delphine n'est plus dans la maison. Elle ne dort pas sur le canapé du salon, il fouille toutes les pièces sans trouver de traces de Delphine. Il va faire un rapide tour dehors dans le jardin, mais toujours pas de présence de Delphine Jubilard. Il commence à s'inquiéter et va essayer tout fort logiquement de contacter Delphine Jubilard sur son portable. Il tombe directement sur sa messagerie. Il va donc envoyer des messages sur le groupe WhatsApp des amis de Delphine Jubilard pour leur demander s'ils n'auraient pas vu son épouse ou si elle ne dormirait pas chez l'une d'entre elles, ce qui semble ne pas être le cas. Aux alentours de 4h, 4h20, Cédric va contacter la gendarmerie, leur faisant part de la disparition de sa femme. Les gendarmes vont arriver assez rapidement et vont procéder à l'interrogatoire, enfin aux questions d'usage de Cédric. Donc là, Cédric va avouer qu'ils étaient plus ou moins séparés, et que la soirée s'était passée correctement au moment où il s'est couché et qu'il s'est rendu compte de la disparition de Delphine quand il a été réveillé aux alentours de 3 heures du matin par les pleurs de sa fille. Voilà ce qu'on sait concernant les circonstances de la disparition de Delphine Jubilard. Donc, il faut savoir qu'il y a... Donc maintenant, je vais évoquer les points troublants qui serait de nature à incriminer Cédric Jubilard dans cette affaire. Du moins qui paraissent étranges, puisqu'on rappelle que jusqu'à présent, le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvé. Et que, jusqu'à son procès, Cédric Jubilard est présumé innocent. Alors, les faits troublants. Dans un premier temps, Cédric Jubilard, avant la disparition de Delphine, aurait donc, voilà, il a une attitude assez nonchalante, assez je m'en foutiste, comme si finalement, pour lui, il n'y avait plus rien à attendre de cette relation avec Delphine, et qu'il était quelque peu cynique. Il aurait d'ailleurs dit à qui voulait l'entendre, il aurait claironné sur les toits que de toute manière, il finirait par tuer Delphine. Alors, ces propos, on ne savait pas s'ils étaient sûrement vu le personnage dit d'un ton ironique, voilà, pour tout ça dans une logique de provocation quelque part. Donc voilà, il disait, bah, je vais la tuer, enfin... Voilà, moi je m'en débarrasserai, mais tout ça sur le ton de l'humour, de manière à ce qu'on ne puisse pas prendre vraiment ses propos très au sérieux. Pourtant, vu ce qui s'est passé par la suite, c'était étrangement prémonitoire. Donc il y a ça. Deuxième fait troublant. Les lunettes de Delphine. Donc Delphine Jubilard portait des lunettes de vue, même s'il semble que ces derniers temps, elle avait des lentilles de contact. Alors, les lunettes ont été retrouvées par les gendarmes, cassées. Au niveau ici, je crois. Ici, il y avait une cassure et il manquait une branche. Alors, Cédric va prétendre que les lunettes étaient déjà cassées avant sa disparition, mais plusieurs témoins vont contredire cette affirmation en indiquant que les lunettes de Delphine n'étaient absolument pas cassées. Ces lunettes vont être examinées par des spécialistes qui vont en déduire que la cassure
à l'ère consécutive à un choc que Delphine aurait potentiellement reçu, peut-être une gifle très forte qui aurait fait, qui aurait pété les lunettes en fait, comme ça. Bon, voilà. Donc deuxième fait troublant. Troisième fait troublant et non des moindres, le téléphone portable, pardon, de Delphine, pardon. Il faut savoir que son téléphone, donc, a borné sur un périmètre de 100 mètres autour du pavillon la nuit de sa disparition. Donc, déjà, si elle est partie d'elle-même, l'hypothèse de la fuite volontaire, ce qui n'a aucun sens puisqu'elle est partie sans son sac à main, sans ses affaires personnelles, et elle n'aurait pas pris son portable non plus. Bref, ça n'a aucun sens. Le téléphone portable de Delphine a borné donc aux alentours du pavillon de Cédric et Delphine la nuit de sa disparition. Étrange pour quelqu'un qui avait soi-disant éventuellement fugué. Donc c'est un fait troublant. Autre fait troublant, le portable de Cédric Jubilard. Donc, contrairement à ce qu'il avait dit aux enquêteurs qu'il avait éteint son portable parce que son téléphone n'avait plus de batterie, vérification faite par les enquêteurs, cela est faux. En effet, au moment où il a mis son téléphone sur mode avion et qu'il l'a éteint, il y avait encore plus de 40% de batterie. Donc ça ne tient pas la route. Son portable a été rallumé aux alentours de 3 h du matin lorsqu'il a contacté fort logiquement Delphine pour tenter de la joindre. Il serait tombé donc plusieurs fois sur son répondeur, ce qui sous-entendrait que le portable de Delphine était éteint. Intéressant. Intéressant, mais on y reviendra plus tard. Autre fait troublant, la voiture de Delphine. Donc la voiture de Delphine qui avait l'habitude, selon son ami et un voisin, d'être garée, comme je le disais précédemment, capot vers le haut. Capot vers le haut de la pente. Donc une amie de Delphine dit qu'elle était garée dans cette position et surtout le voisin de Delphine qui a une camionnette blanche qui était garée toujours à côté de la voiture de Delphine. Il explique que le soir, lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il a garé sa camionnette, il a constaté comme d'habitude que la voiture de Delphine lui faisait face, parce que lui il se gare capot vers le bas, voilà, tandis que la voiture de Delphine était elle garée capot vers le haut, donc en face à face. Et le lendemain matin, lorsqu'il a pris sa camionnette, il a constaté que la voiture de Delphine n'était plus garée capot vers le haut, mais dans l'autre sens, capot vers le bas. Et donc, lui, il voyait plus que l'arrière de la voiture, le coffre. Et il s'était fait la réflexion en se disant que la voiture avait dû être déplacée durant la nuit, puisqu'elle avait changé de position et qu'elle n'était pas à sa position habituelle. Alors Cédric, lui, va indiquer, il va un peu contredire, enfin, il va un peu contredire ses affirmations en prétendant que Delphine avait l'habitude parfois de se garer dans le sens capot vers le bas, lorsque cela dépendait si elle avait sa fille dans le siège passager arrière côté droit ou pas, selon ses dires. Bon. Autre fait troublant, qui serait de nature à potentiellement incriminer Cédric. La fameuse histoire de son téléphone portable. Donc, on reprend les faits, il se réveille aux alentours de 3 h du matin, il constate que Delphine a disparu, il ne la trouve nulle part, il tente de la joindre, il tombe sur sa messagerie, il laisse un message sur le groupe WhatsApp, ses amis ne savent pas où elle est passée, et donc contacte la gendarmerie. Donc une fois sur place, les gendarmes vont poser un certain nombre de questions à Cédric, qui va avouer assez facilement qu'ils
ils n'étaient plus vraiment en couple, etc., que ça se passait pas très bien. Mais ce qui est assez déroutant, c'est le portable, son propre portable et le portable de Delphine. Donc, au moment où les gendarmes étaient sur place, en même temps, ce qui paraît finalement assez logique, Cédric a tenté à plusieurs reprises d'appeler Delphine sur son portable. Notamment entre 6h40 et 6h50 du matin. Alors là, il appelle tout brinzing, hein, toutes les minutes il appelle. 6h41, 42, 43, voilà, jusqu'à 6h50. Le portable de Delphine, alors je ne sais pas si son portable est éteint totalement ou s'il est allumé. Toujours est-il que, bon, il tombe sur sa messagerie. Et fait intéressant, alors qu'il appelle depuis 10 minutes Delphine sans discontinuer, entre 6h51 et 6h52, il n'appelle plus Delphine, mais, très étrangement, le portable de Delphine va se déverrouiller. Entre 6h51 et 6h52, le portable de Delphine, qui borne, rappelons-le, autour du pavillon, enfin dans le secteur du pavillon, va être déverrouillé manuellement. Et pendant ces 2 minutes, Cédric ne va pas appeler Delphine, comme si, éventuellement, c'était lui qui avait déverrouillé manuellement le portable de Delphine. Après 6h52, il va de nouveau tenter de rappeler Delphine pendant plusieurs minutes, 6h54, 6h55. Et le portable de Delphine va cesser d'émettre définitivement à 7h48 du matin. Définitivement, et ne sera plus jamais rallumé. Et autre fait étrange, c'est qu'à partir du moment où le téléphone de Delphine cesse d'émettre définitivement, Cédric ne va plus jamais tenter de rappeler son épouse. Alors que logiquement, voilà, s'il est totalement étranger à la disparition de sa femme, normalement, les jours qui suivent, il aurait pu tenter de rappeler son épouse. Normal, hein, les jours qui viennent, surtout si, bah oui, c'est logique, je rappelle, alors pas forcément toutes les minutes, mais au moins une fois par jour. Or là, plus aucun appel de Cédric vers le portable de Delphine, ce qui semble assez étrange. Voilà concernant le téléphone. Il faut savoir qu'au moment où le téléphone de Delphine est déverrouillé, parce que certains disaient au début oui, mais il est avec les enquêteurs, donc ça ne peut pas être lui. Il faut savoir qu'à ce moment précis, les gendarmes étaient sortis de la maison pour examiner le véhicule de Delphine Jubilard qui était garé sur la route en face de la maison. Donc potentiellement, il aurait eu le temps de déverrouiller le portable de Delphine sans que personne ne se rende compte de rien. Voilà un fait assez troublant. Alors, concernant l'éventuel modus operandi de Cédric s'il était impliqué dans la disparition de sa femme, on peut imaginer vraisemblablement qu'une dispute ait éclaté le soir même entre Cédric et Delphine. Qu'est-ce qui pourrait corroborer cette piste? D'une part, le témoignage du garçon, du couple, qui indique avoir entendu ses parents se disputer très violemment. Du moins, ça criait. Alors, certains nuancent ses propos en disant qu'il était jeune et que ses affirmations ne sont pas forcément très crédibles. Bah, bon, voilà. Ensuite, autre version, autre témoignage qui pourrait corroborer la dispute du couple, c'est le fait qu'une maison des 2 voisines qui habitent à 100 mètres du pavillon écoutaient un programme télé et qu'aux alentours de 23 h pendant la coupure publicitaire, sont sorties de leur maison pour fumer une cigarette sur la terrasse. Et là, elles auraient entendu un cri strident de femme, ce qui pourrait correspondre à une dispute entre Cédric et Delphine. Alors ensuite, des experts ont un peu essayé de retracer le déroulé des événements et ont estimé qu'il était possible
pour une maison située à 100 mètres d'entendre un cri strident parce que cette nuit-là, la nuit je crois était assez claire, très froide et que le son pouvait porter, que des cris pouvaient porter, donc c'était vraisemblablement possible. Voilà. Alors concernant, comme je le disais précédemment, le mode opératoire de Cédric, s'il est évidemment impliqué dans la disparition de sa femme, on peut vraisemblablement supposer donc qu'il y a une dispute, ce qui pourrait être corroboré par le fait que les lunettes de Delphine soient cassées, et ensuite il aurait, voilà, Delphine serait décédée et il aurait tenté de se débarrasser du corps en l'emportant en voiture, notamment avec la voiture de Delphine Jubilard, qui aurait, ce qui expliquerait pourquoi elle a changé de sens durant la nuit. Il faut savoir également que lorsque les gendarmes sont intervenus, ils ont constaté la présence de buée à l'intérieur de l'habitacle du véhicule de Delphine, comme si quelqu'un avait s'en était servi durant la nuit et avec le froid, ça avait fait de la condensation. Voilà. Il faut savoir également, alors là, je ne sais pas trop si c'est vraiment véridique ou pas, mais que un ami de Cédric qui vivait dans le quartier et qui avait une camionnette, il avait l'habitude, alors ça me paraît assez bizarre de laisser la clé, mais il avait l'habitude de laisser la clé dans la voiture, donc la porte déverrouillée, au cas où Cédric ou quelqu'un d'autre aurait besoin d'utiliser son véhicule. Ça paraît bizarre, j'ai vu ça, et donc potentiellement il se demandait si le corps de Delphine n'aurait pas été transporté dans cette camionnette. Alors, aucune trace de sang, c'est important de le souligner, mais aucune trace ADN, aucune trace de sang appartenant à Delphine n'a été retrouvée, que ce soit dans la camionnette, dans la voiture de Delphine ou bien au sein du domicile familial. Donc, pas de preuves. Il a également été dit, alors ça s'est avéré faux par la suite. C'est un peu une bourde du procureur qui a affirmé que lorsque les gendarmes sont intervenus, ils auraient constaté qu'une machine venait d'être lancée pour nettoyer la couette avec laquelle Delphine dormait sur le canapé du salon. Or, il s'est avéré plus tard que la couette, effectivement, avait été nettoyée, mais plusieurs jours après la disparition de Delphine. Donc, là, c'est quand même une petite boulette du procureur. Et d'ailleurs, on n'a pas manqué de lui la mettre dans la figure ultérieurement. Mais bref, tout ça, ça fait plusieurs faits troublants qui seraient de nature à incriminer Cédric, également par son attitude très désinvolte, hein, très détachée, voire cynique, hein, notamment lors de sa participation à des battues. Il faut savoir également qu'il s'est remis en couple très rapidement et il avait posté une photo de lui, de sa nouvelle compagne sur son profil Facebook, ce qui n'avait pas manqué de susciter la polémique. Mais tout ça, on n'a pas de preuves concrètes. C'est bien là le cœur du problème. Donc voilà un peu les circonstances de la disparition de Delphine et les faits troublants concernant Cédric. Alors, quel autre suspect potentiel pourrait-il y avoir? Mis à part Cédric. Donc on a parlé évidemment de l'amant de Delphine et de sa compagne. On peut imaginer que l'amant aurait pu être impliqué dans la disparition de Delphine, peut-être parce que sa compagne était jalouse, qu'elle lui aurait lancé un ultimatum pour lui dire écoute, si tu te débarrasses pas d'elle, je vais te mener la vie impossible, peut-être du chantage, mais alors là, je m'avance, ce ne sont que des suppositions. Il faut savoir qu'au stade de l'enquête, à l'heure actuelle, ils ont été, je crois, définitivement écartés de la liste des suspects. Pourquoi? Parce qu'ils vivent à 1 heure de Cagnac-les-Mines. Ils vivent à Montauban, donc c'est à 1 heure de route, déjà une, et que les caméras de vidéosurveillance, enfin le système domotique de leur domicile, aurait clairement indiqué que la nuit de la disparition de Delphine, ils ne sont pas sortis de chez eux, me semble-t-il. Donc,
la piste de leur d'une implication éventuelle dans sa disparition, je crois, a été vraiment écartée, me semble-t-il. On aurait pu imaginer effectivement que Delphine se projetait avec cet homme, mais qu'elle avait rencontré sur un site d'ailleurs pour marier qui souhaitait dont le mariage battait de l'aile, clairement. C'est comme ça qu'ils se seraient rencontrés, parce que je crois que tous les deux étaient mariés et que lui-même, son amant, avait des enfants. Peut-être que cet homme n'avait pas le même point de vue que Delphine, c'est-à-dire que Delphine aurait représenté pour lui une conquête de plus, un mari volage, infidèle, c'est assez somme toute banal, et que pour lui Delphine n'aurait pas été éventuellement une nouvelle compagne avec qui il se serait projeté de façon très sérieuse, mais plutôt une passade. Ce qui aurait expliqué que sa compagne lui dise « Écoute, maintenant t'arrêtes tes bêtises et tu romps avec elle ». Enfin là je m'avance, je ne sais pas, mais potentiellement peut-être que l'amant de Delphine n'était pas le prince charmant auquel rêvait Delphine. Il semble d'ailleurs que le couple a implosé et que l'amant de Delphine ne vive plus avec sa compagne de l'époque. Voilà. Alors, concernant, j'oubliais un détail troublant s'agissant de Cédric. Donc, depuis, il est, à l'heure actuelle, placé, il faut quand même le souligner, en détention provisoire, incarcéré, en attendant son procès qui n'aura lieu vraisemblablement qu'à l'automne 2024, voire en 2025. Et en attendant, il est incarcéré. Alors, ses avocats ont fait plusieurs demandes de libération conditionnelle, et pour l'instant, ça n'a pas abouti. Il faut savoir donc un fait troublant. Il aurait il a un compagnon, il avait à l'époque un compagnon de cellule corse qui purgeait une peine, je crois, de 17 ans de prison, et à qui il aurait avoué de façon très désinvolte et cynique, toujours dans le cynisme qui le caractérise, qu'il aurait enterré Delphine au sein d'une ferme abandonnée qui avait été brûlée. Donc sans qu'on sache s'il fallait accorder le moindre crédit à ces affirmations. Pourquoi dire une telle chose si c'est faux? Alors, s'il est innocent, on se demande pourquoi il est allé dire ça, peut-être par pur cynisme, et s'il est coupable, peut-être pour orienter les enquêteurs vers une fausse piste, ce qui ne serait pas étonnant, étant donné la personnalité de Cédric. Effectivement, les enquêteurs se sont rendus sur place, des fouilles ont été organisées, mais on n'a pas du tout retrouvé aucune trace du corps de Delphine Jubilard. Il faut savoir également qu'à un moment, la compagne de Cédric Jubilard, la nouvelle compagne, avait été un temps suspectée d'avoir une implication, une participation éventuelle dans la disparition de Delphine, mais elle aussi, tout comme l'amant et sa compagne, a été écartée de la piste des suspects. Il semblerait qu'elle n'ait rien à voir dans la disparition de Delphine. Donc, en résumé, il ne reste plus qu'un coupable, un potentiel suspect, ça reste Cédric. Voilà ce qu'on pouvait dire s'agissant de cette affaire. Je sais plus, oui. Donc, voilà, tout mène, enfin, le peu d'indices qu'on a s'oriente vers une culpabilité de Cédric, mais comme évidemment aucun corps n'a été retrouvé et qu'il n'y a absolument aucune preuve concrète et tangible, pas d'ADN, pas de corps, rien du tout, ça va être compliqué de déterminer ce qu'il est arrivé à Delphine, et le procès s'annonce très complexe. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette affaire de disparition. Alors il se peut que j'ai oublié des détails, parce que c'est vraiment un résumé que j'ai fait par rapport à ce que j'ai pu entendre, les articles que j'ai pu lire, les podcasts, etc. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est encore une fois une disparition très complexe avec une absence de preuves troublantes. Alors il y a un faisceau d'indices à l'encontre de Cédric, ce qui motive d'ailleurs son placement en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il paraît suffisamment suspect pour être incarcéré, mais
pas suffisamment, à mon avis, pour être, du moins à l'heure actuelle, déclaré coupable de la disparition de Delphine. Espérons, là encore, que les enquêteurs auront une piste tangible et concrète et qu'ils pourront démêler ce canevas très complexe de cette tragique affaire de disparition de Delphine Jubilard, qui laisse derrière elle 2 très jeunes enfants qui sont maintenant non seulement privés d'une mère, mais également d'un père qui est incarcéré. Affaire à suivre. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me donner votre opinion, votre avis sur cette affaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, affaire à suivre.